Nous allons parler d'un sujet historique, mais aussi un sujet linguistique, et puis philosophique dans le sens où la sémantique, le sens des mots a une signification supérieure. Et de toute façon, c'est aussi un sujet divertissant pour ceux qui sont ni fanats d'histoire ni de littérature. Ils vont y trouver leur compte. Bien, alors j'ai la chance que vous soyez là parce que j'ai une concurrence assez difficile avec le soleil qui est à l'extérieur. On se demande bien ce que vous venez faire ici quand il fait aussi beau dehors. Mais finalement, vous allez y trouver de bonnes raisons. Vous qui êtes un public à la fois de gourmets, de fine bouche et qui aimait faire bonne chère. Alors pourquoi est-ce que je parle de ces mots? Évidemment, tout le monde ici n'est pas forcément gastronome, même si dans le domaine culturel, vous aimez les bonnes choses, certainement. Parce que ces mots de gourmand, gourmet également, de bonne chère, ces termes, et de fine bouche ont une histoire intéressante. Alors, quand on parle de gourmet et gourmand, ça vient d'un terme que la plupart d'entre nous ont oublié, sauf peut-être ceux qui aiment l'équitation. Savez-vous ce qu'est la gourme? Eh bien, la gourme, c'est la chaînette qui va tenir le mors du cheval. Qui fait que le cavalier, s'il est bien sur son assiette, encore une expression gastronomique, l'assiette, eh bien, il va pouvoir retenir son cheval, empêcher qu'il s'emballe en tirant sur la gourme. Ça veut dire qu'il va gourmer son cheval. Et c'est ainsi qu'on utilise ce terme pour quelqu'un qui sait se retenir. Quelqu'un qui ne se jette pas sur les plats, par exemple, à la différence du gourmand, eh bien, c'est un gourmet. Il a de la tenue. Voilà, c'est dans ce sens. Aujourd'hui, évidemment, on parle d'un connaisseur de nourriture, mais autrefois, un gourmet, c'était juste quelqu'un qui avait de la rigueur, à la fois dans ses propos et ses gestes. Bon, la fine bouche, c'est quelqu'un qui va avoir des traits d'esprit, en quelque sorte du sel, le sel de l'esprit, et c'est passé pour un expert en gastronomie il y a 2 siècles pour devenir ensuite, au XIXe siècle, plutôt quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait tailler. Par exemple, il y a l'expression « tailler une bavette ». Discuter le bout du lard, c'est plus trivial, mais tailler une bavette, c'est une expression assez intéressante parce que la bavette, immédiatement, on imagine ce morceau de laloyau que l'on va couper dans le bœuf, mais pas du tout. La bavette, ça vient de la babille. On a encore le mot bave, baver, et bavasser, et donc bavarder. C'est tout ce qui concerne les lèvres, le babil du bébé. Et ainsi, quand on parle, on va utiliser cette partie, la bavette, mais lorsqu'on maîtrise la bavette, eh bien, on va la tailler. Quelqu'un qui parle bien va couper les mots, va couper la langue avec dextérité. C'est ainsi qu'il va tailler son discours. Bien. Alors, une fine bouche, c'est quelqu'un qui sait tailler sa rhétorique. Donc c'est quelqu'un qui a de l'esprit, de la répartie, qui sait vraiment quand placer des réponses. C'est très proche, bien sûr, de l'expression d'avant, du gourmet. Tout dans la retenue et dans la maîtrise. Et cette troisième expression de faire bonne chère, eh bien, vous faites bonne chère à partir du moment où vous avez un visage jovial et vous souriez. Et oui, parce qu'il ne s'agit pas du tout de la chair à saucisse ou de la chair à canon. Ce n'est pas la chair CHAIR, c'est la chair avec un E qui vient du latin la tête. Le chef, c'est le chapeau par exemple, le chef. Le visage, la cara. Donc c'est toute cette racine qui fait que lorsqu'on a des invités et que nous sommes des hôtes
accueillants, eh bien, nous allons leur faire bonne chère. C'est-à-dire que nous allons montrer un visage souriant, nous allons leur faire bon accueil, et avec le temps, c'est-à-dire avec les siècles, il va être de coutume d'offrir. Alors, sous l'Antiquité, on offre du sel, on offre du pain pour accueillir ses invités, et puis on offre un bon repas, pourquoi pas, sauf aux pique-assiettes. Les pique-assiettes, c'est une catégorie de personnes redoutables qui confondent midi à 11 heures. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 11 heures de façon impromptue en espérant se faire inviter pour le déjeuner. Voilà pour la bonne chère aujourd'hui, qui est évidemment étroitement liée à la gastronomie, tout simplement parce que phonétiquement, on dirait la chair comme la chair fraîche. Voilà, c'est la raison pour laquelle je tenais à rappeler que nous sommes tous ici, en tant que personnes aimant la culture, des personnes gourmandes, gourmettes, des personnes de bonne chère, bien sûr. Bien, alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'une grande curiosité, une curiosité qui vient bien sûr de l'histoire, mais aussi de la philosophie. La philosophie, ça n'est pas apprendre l'histoire de la philosophie, c'est d'abord se poser des questions en permanence, et ça développe un esprit propre à se poser un tas de questions, parfois un peu trop, notamment lorsqu'on est à table, lorsqu'on prend un café, lorsqu'on est assis à une table, et qu'on se demande pourquoi, justement, ce mot d'assiette, il est intéressant, pourquoi on parle d'assiette, pourquoi l'on parle de couvert, pourquoi il y a une nappe, pourquoi on dresse la table. Bon, c'est des questions qu'on se pose pas vraiment, parce qu'on est habitué, ça paraît normal, c'est la norme, statistiquement, donc il n'y a pas de raison de se poser de questions. Et pourtant, c'est toujours intéressant de tout remettre en cause pour découvrir qu'en réalité, nous sommes, comme on dit en histoire, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. C'est une autre métaphore pour dire que du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent. C'est-à-dire que nous vivons sur des siècles et des siècles d'expression, de création linguistique. Et cela participe à nos coutumes, à nos usages. C'est notre patrimoine. Notre patrimoine, c'est ce qu'on a de plus précieux finalement. La raison pour laquelle nous sommes français, ça vient aussi de la table. Je vous rappelle que la gastronomie française a été placée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Alors nous ne sommes pas seulement à table, métaphoriquement, nous sommes aussi à Nice. Alors je me suis demandé ce qui est propre à Nice. Par exemple, quand on va dans le Vieux-Nice, on peut déguster de délicieuses fougasses. C'est provençal, mais pas seulement. Et il y a cette expression que j'ai trouvée, rendre pain pour fouasse. C'est l'époque où il n'y avait pas encore le G. La fouasse, c'est la fougasse. Et rendre du pain pour fouasse, ça veut dire, vous comprenez bien que la fougasse est plus douce, plus tendre, elle a plus de valeur, alors que le pain est plus commun. Donc si on nous offre de la fougasse, mais qu'en échange on rend du pain, nous sommes gagnants, et l'autre est perdant. Et ça, c'est une expression qu'on utilise facilement en cas de conflit, c'est-à-dire qu'on va rendre plus de coups qu'on en a reçu. Et aujourd'hui, en géopolitique, on parlerait de la politique d'une riposte disproportionnée. C'est-à-dire on rend plus qu'on a reçu. Donc c'est un inconvénient pour les autres. Bon, alors voilà, par exemple, les fougasses pour Nice. Mais comme nous sommes sur la terre du festival la fête du citron, eh bien, il y a de belles expressions liées aux agrumes. Voilà, vous allez bénéficier de ces expressions dont je n'ai jamais parlé dans aucune conférence, mais il faut personnaliser les conférences selon les publics. Alors, avec le citron, il y a cette expression de se presser le citron. Voilà, ça, c'est très imagé. Et
c'est la porte ouverte à une explication générale. C'est-à-dire que tout ce qui est rond, tout ce qui est joufflu, va être utilisé pour caractériser des visages. Quand on dit que, par exemple, que quelqu'un n'a rien dans le citron, ça veut dire qu'il n'a rien dans le ciboulot. Hein, la ciboulette, ça vient de la ciboulette à manger. Eh bien, c'est pareil, il n'a rien dans le crâne, donc dans la poire, dans la pomme, dans la citrouille. Et il y a comme ça, bon, il y a beaucoup d'explications liées aux aliments, mais également aux ustensiles de cuisine. La cafetière, la cruche, hein, quand quelqu'un est un peu cruche, c'est pas un compliment. Donc ça veut dire qu'on va non seulement utiliser des noms d'objets ou d'ustensiles ronds, mais si possible vides, pour montrer qu'il n'y a rien dans le cerveau. Alors là, il y en a une pléthore de termes comme ça. Alors quand on presse quelqu'un comme un citron, hein, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'a plus rien dans le citron, eh bien, ça veut dire qu'on va jouer sur la gentillesse de quelqu'un, on va abuser de la bonté de quelqu'un un peu naïf, et à la fin, quand on a exploité cette personne, eh bien, elle est bonne à jeter, on va jeter la peau. Alors il y a d'autres expressions comme ça, hein, presser le citron. On va aussi utiliser le citron, et pas seulement le citron, mais également les agrumes dans un sens de quelque chose de pas cher, quelque chose de sans valeur. Alors par exemple la mandarine, on va dire quelqu'un qui ne se prend pas pour le quart d'une mandarine. C'est une expression que j'ai trouvée. On comprend très bien ce que ça veut dire. Donc c'est quelque chose aussi qui ne vaut pas grand-chose, hein, qui vaut des nèfles, qui vaut des radis. Voilà. Alors on utilise l'orange également pour sa peau. La peau, et notamment lorsqu'on glisse sur une peau d'orange, se casser la figure sur une peau d'orange. Là, c'est un sens premier qui veut dire on peut avoir un gros problème à cause de quelque chose de petit, de quelque chose d'insignifiant. Donc c'est un peu comme glisser sur une peau de banane, ou alors dans le midi, on va dire plutôt glisser sur une olive. Voilà, il y a eu une olive ou un os. L'orange, c'est également quelque chose de très, très expressif. Alors, il y a la peau d'orange. Hein. La peau d'orange, c'est quelque chose qui ressemble... c'est une peau un peu capitonnée. D'ailleurs, quand on a de la peau d'orange, on recommande de manger des produits vitaminés, hein, de l'orange en l'occurrence, pour retrouver une peau de pêche d'ailleurs. Voilà ce genre de jeu de mots, de discours. Alors, il y en a vraiment beaucoup, on va se régaler. Dans les oranges, eh bien, figurez-vous qu'il y a les pommes, et en particulier les pommes d'or. Vous dit quelque chose, les pommes d'or? Les pommes d'or du jardin des Hespérides. Voilà. Alors ça, c'est une expression très ancienne qui date des Rhodes et puis les Grecs qui, dans les fabuleux voyages, alors les voyages, les 12 travaux d'Hercule, hein, d'Héraclès, ce sont les mêmes quasiment, eh bien, il est question d'aller chercher les pommes d'or du jardin des Hespérides. Alors ça, c'est vraiment un moment fabuleux de l'histoire et des expressions. Les pommes d'or du jardin des Hespérides, ce jardin, il est aux confins du monde, mais il faut bien se dire que le monde de l'époque, pour les Grecs, s'arrêtait à la Méditerranée. C'est un endroit qu'on peut localiser aujourd'hui, c'est certainement au Maroc ou en Espagne. Et Héraclès ou Hercule sont chargés d'aller chercher ces fruits merveilleux qui sont gardés par les Hespérides, qui sont les filles d'Atlas. Bon. Et quand Héraclès arrive,
eh bien, il y a un monstre qui barre la route, qui empêche d'aller au jardin. Alors il va demander de l'aide à Atlas, et Atlas lui dit « Oui, je suis d'accord de t'aider, mais on va échanger nos fardeaux. C'est toi qui porteras le globe dorénavant. » Bon, alors comme Héraclès est malin, il se dit « Bon, je vais le berner, et puis je pourrai m'enfuir avec les oranges, il va y arriver d'ailleurs. » Et ces pommes d'or, eh bien, ce sont des oranges. Voilà, ça, il a fallu du temps pour les historiens avant de savoir exactement de quoi on parlait. C'est tout simplement que c'était un fruit tellement rare en Grèce, où on avait vu quelques pommes, que on s'est dit ce sont des pommes qui ont une couleur d'or. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'Hespéride aujourd'hui, c'est aussi l'une des 7 familles des parfums. Pour les fragrances, les Hespérides, c'est tout ce qui est tous les agrumes. Bon, alors il y a encore beaucoup d'expressions autour des agrumes. Par exemple, là, quand j'ai traversé la rue, j'ai fait attention de ne pas passer au rouge. Ça serait trop dommage d'avoir un accident juste avant une conférence. Il y a une expression qui consiste à dire, c'est un euphémisme, quand on est passé au rouge, ben on est passé à l'orange très mûr, à l'orange bien mûr. Donc ça peut être mûr au masculin, puisque c'est le feu orange, ou mûr avec un E, parce que c'est la couleur orange. Bon, alors là, il y a une question qui se pose, vraiment ça m'a interpellé, et puis j'ai voulu tirer ça au clair. Est-ce que le fruit tire son nom de la couleur, ou est-ce que c'est la couleur qui tire son nom du fruit? Bon, peut-être que ça pourrait vous empêcher de dormir. Moi j'ai voulu tirer au clair ce mystère. Eh bien, il y a beaucoup d'oranges mûres qui sont vertes. Voilà, quand elles manquent de chlorophylle. Donc voilà, c'est une partie de la réponse. Et ça vient du sanskrit naranga, qui a laissé en espagnol le nom naranja. Naranja, voilà, exactement. Et finalement, ça vient de cette couleur que les oranges que l'on consomme davantage en Occident ont. Donc on a donné cette couleur. Alors il y a un parallèle à faire avec les mandarines, c'est que la couleur des mandarines, elle, vient non pas du sanskrit, mais de l'uniforme que portaient les mandarins à la cour de Chine. Voilà. Donc ça, vous voyez, dès qu'on creuse un peu derrière ces expressions, on est tout de suite en voyage. Voilà. Ce sont des voyages à la fois dans le temps, dans l'espace. C'est assez merveilleux. Et puis il y a des expressions un peu plus triviales, un peu plus grossières, comme du pain d'orge, on disait autrefois, pour dire que quelque chose était grossier. Mais là, c'est très gentil, rassurez-vous, ça va choquer personne. Quand on dit avoir des oranges sur la cheminée, alors, il y a une version plus moderne qui consiste à dire avoir des oranges au balcon. Voilà. C'est parce que ça vient de ces époques où les oranges étaient très rares. On en offrait à Noël, peut-être. Et puis, peut-être on en apportait aux prisonniers, on en apportait aux malades. En tous les cas, lorsque on en offrait à Noël, on les posait sur la cheminée, ces oranges. Et évidemment, on avait les yeux pétillants d'envie pour ces fruits doux et délicieux. Et il n'en a pas fallu plus pour en faire une métaphore pour la poitrine féminine. Donc, avoir les oranges sur la cheminée ou sur les étagères, eh bien, ça veut dire avoir une gorge bien fournie. Voilà. Bon, alors, ces expressions, il y en a encore beaucoup qui sont liées aux agrumes, mais il n'y a pas que des agrumes dans notre beau pays niçois. Il y a aussi la mer, tout simplement, et je remarque quand je voyage qu'il y a rarement des mers aussi salées que la Méditerranée. Si vous voulez nager 1 heure, ben vous serez irrité, alors que vous nagez dans le Pacifique, dans l'Atlantique, non, vous n'avez pas besoin de vous protéger contre les irritations du sel. Donc c'est quelque chose de typique d'ici. Et les expressions liées au sel, eh bien, il y en a encore énormément. Alors, il y a le sel, on l'a abordé juste avant, en disant que c'était une façon d'accueillir des invités depuis l'Antiquité. Alors, pour plusieurs raisons. Le sel, c'est
quelque chose qui conserve les aliments, donc c'est vital, au même titre que le sucre lorsque l'on confit ou que le boucanage ou lorsque l'on fume des viandes pour les conserver. Ça permet de donner du goût aux aliments. Et puis c'est aussi quelque chose qui est corrosif. Donc on a dans le sel quelque chose d'à la fois terrible et merveilleux. Donc le sel c'est la vie, puisque la vie c'est l'eau, mais sans sel on ne peut pas conserver cette substance. Alors des expressions, il y en a beaucoup. Alors par exemple, quand on ouvre la Bible, en particulier le Talmud. Dans le Talmud, on voit à 31 reprises, on parle du sel. Bon, Jésus reprend cette expression lorsque dans Matthieu, il va parler du sel de l'humanité. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que vous êtes l'élite. Alors si on veut employer d'autres expressions gastronomiques, on peut dire le gratin. Vous êtes la cerise sur le gâteau. Autrefois, la cerise sur le gâteau, c'était péjoratif, et puis c'est devenu positif, hein, curieusement. Alors ce sel, il a servi aussi, comme il était rare, il a servi de monnaie. Hein, beaucoup de légionnaires étaient payés avec du sel, avec de l'huile d'olive, du blé, et puis du vin ou simplement des cèpes. Et ça avait tellement de valeur qu'on pouvait payer en sel. Et c'est pour cela qu'on parle de salaire aujourd'hui. Voilà, le salaire, ça vient du sel. Salus, salus. Et comme ça, on a beaucoup d'expressions. Alors par exemple, avoir le sel attique. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Bon, l'Attique, c'est une région de Grèce où les habitants sont réputés pour avoir de l'esprit, pour avoir un raisonnement intelligent. Donc quelqu'un qui a le sel attique, on dit aussi qu'il a, non pas un grain, mais il a un grain de sel, par exemple. On va dire c'est le sel du récit. C'est le sel de cette plaisanterie. C'est-à-dire c'est le moment le plus remarquable. Par contre, ramener son grain de sel, alors ça, c'est pas bien. C'est pas de bon augure, et ça fait référence au salaire et donc à l'idée qu'il faut payer de son argent lorsqu'il y a eu une faute qui a été commise. Donc on évite de ramener son grain de sel. Bien. Alors, comme j'ai dit à certains dans la salle, si des expressions vous viennent à l'esprit et que vous avez envie qu'on en parle, n'hésitez pas. Ça va orienter la petite heure qui va vite s'écouler ensemble. Donc je poursuis, mais si certains d'entre vous ont une idée, vous levez la main et puis on parle des expressions. Ah. Alors, j'ai la pêche, oui. J'ai la pêche, oui. C'est la pêche et J'ai la pêche. Ah, j'ai la pêche. Alors ça moi, je me réjouis sur chaque expression parce que ça me rappelle de très bons moments, des traits d'esprit, voilà, des moments, des grains de sel hein, dans nos expressions. Alors, avoir la pêche, c'est une façon de dire qu'on a de l'énergie, de la vigueur. Alors, avant d'aller en profondeur dans ce fruit, est-ce que vous connaissez des synonymes, toujours avec des évocations de fruits ou des choses qui se mangent? Quand on a la pêche, on a quoi d'autre? La banane, la patate. Vous dites? La frite, oui, important, ce dérivé de la patate. Hein, on peut avoir aussi du peps. Alors le peps, ça se mange parce que c'est le poivre. Personne ne comprend pourquoi les Français ont rajouté un S à PEP. Ah, c'est curieux. On peut aussi avoir mangé du lion. On peut avoir mangé de la vache enragée. Alors ça dépend de l'époque, parce qu'il y a des époques où la vache enragée, c'est plutôt avoir mangé de la vache folle.
c'est délicat. Alors, avoir la pêche, déjà, voilà, moi j'ai l'esprit qui part dans l'histoire parce que qui a emmené la pêche? Eh bien, ce sont les Romains. Il n'y avait pas de pêche en Europe. C'est un fruit qui vient de l'Asie centrale, comme la cerise, comme beaucoup d'autres choses dont nous héritons. Donc la tradition gastronomique française, on doit beaucoup aux Italiens, donc aux Romains de l'époque. Alors cette pêche, c'est un fruit que l'on trouvait à l'état sauvage, mais non comestible. Et puis, à force de travail, on va en faire quelque chose de délicieux, comme la vigne d'ailleurs. Personne ne mangeait du raisin avant l'arrivée des Romains. On ne pouvait pas en faire de vin, sinon du verjus. Hein. Le verjus, c'était un condiment assez acide. Alors, avoir la pêche et puis avoir bon, le peps, on le comprend parce que c'est du poivre. D'ailleurs, il y a cette expression fort de poivre, qu'on va dire. Allez-y. Se fendre la poire. Voilà. Oui, oui, alors se fendre la poire, bien sûr. Alors, c'est une façon de parler du visage. Je vous ai dit qu'on essaie d'utiliser des ustensiles ou des aliments ronds pour parler de personnes joufflues parce qu'elles sont plus facilement critiquables, on peut s'en moquer plus facilement. Et puis il y a aussi le fait que dans des sociétés rurales, il y avait beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui et les enfants sont toujours joufflus. Donc dire que quelqu'un a une pomme ou une poire à la place de la tête, ça montre une certaine naïveté, un manque de maturité. Donc c'est propre à se moquer de quelqu'un. La poire, eh bien, on s'en est servi pour, c'est Daumier, hein, le caricatureur, pour Louis-Philippe. Et ça a eu tellement de succès qu'après, on a continué à utiliser la poire, après le fromage. Oui. Courir sur le haricot. Bon, alors ça, c'est pareil, il y a cette idée de tête, parce que c'est en réalité, le haricot, ça n'est pas un légume. Voilà, ça c'est quelque chose d'incroyable. Le haricot, ça vient du mot de vieux français harigoter. Et harigoter, ça veut dire couper en petits morceaux. Donc il faut s'imaginer que nos ancêtres aimaient les plats déjà tout préparés, où il n'y avait plus qu'à se servir avec les mains. Donc il n'y avait pas d'assiette individuelle, on se servait avec les doigts. Donc peut-être au passage, vous connaissez des surnoms pour la main. La pince, on sert la pince, mais en particulier la pince du Seigneur. Hein, la pince du Seigneur, ou la fourchette du père Adam. Ben oui, Adam et Ève n'avaient pas de couvert, apparemment. En tout cas, c'est pas détaillé dans leur CV. Alors, certainement qu'on se servait de la main. Voilà. Alors, je vais juste terminer sur ce qu'on disait avant. Vous pouvez me rappeler sur le haricot. Le haricot, c'est le fait de harigoter, et en particulier la viande. Alors il y a une viande que l'on va haricoter plus que les autres, c'est le mouton. Qui fait qu'on va avoir, lorsque le mouton en petits morceaux a cuit pendant longtemps, on va avoir une espèce de daube, un mouton cuit pendant longtemps, qu'on va appeler un haricot, et puis ensuite avec le temps un haricot. De mouton, ça va de soi, de mouton. Sauf que on va commencer à utiliser d'autres légumes. Alors il va y avoir les haricots verts, c'est pour ça que ça s'appelle haricot aujourd'hui, alors que ce n'était pas du tout des haricots à l'époque, c'était juste des fèves vertes. Et c'est aussi avec la découverte du Nouveau Monde à la Renaissance que l'on va découvrir toutes ces fèves rouges, blanches, et on va s'apercevoir que le haricot, ce qu'on appelle aujourd'hui le haricot blanc, va parfaitement avec le mouton coupé en morceaux.
Et c'est aux légumes qu'on va donner le nom de haricot, et plus la viande. Bon, je reviens vers vous ensuite, mais il y a aussi un parallèle intéressant à faire avec la soupe. Là encore, on se trompe quand on pense que la soupe est un liquide. Alors, je ne joue pas sur les mots, je ne dis pas c'est un potage qui est sous forme de purée. Non, la soupe est un solide, ça vient du latin sopa, et sopa, ça veut dire coucher. Et qu'est-ce qui est couché sur la table? Bon, il y a la miche de pain, mais surtout la tranche de pain. Donc cette tranche de pain, on va l'appeler la soupe, même si elle est parfaitement sèche. Sauf que manger du pain sec, du pain artificiellement sec, hein, qu'on a fait cuire plusieurs fois parfois, surtout lorsqu'on avait du pain sur la planche. Et le pain sur la planche, ça ne voulait pas dire avoir du travail, ça voulait dire on n'avait plus de travail à faire. Parce que le pain était sur la planche, sous le plafond, pour être à l'abri des rongeurs, donc on pouvait se reposer. Voilà, on a du pain sur la planche, on est tranquille. Alors, notre pain sec, volontairement pour le garder des mois, notamment pendant l'hiver, on va l'imbiber, sinon c'est difficile à avaler, sinon c'est de la soupe de cailloux, comme on dit, ou la soupe de briques, ou la soupe de maçon. Et pour l'imbiber, on va mettre du potage, on va mettre des bouillons, et petit à petit, c'est le bouillon ou le potage qui va prendre le nom de soupe. Voilà, donc c'est des retournements complets de termes. Si on parlait avec nos ancêtres en leur disant « Est-ce que vous voulez une petite soupe chaude dans votre bol ?» ils ne comprendraient pas. Ou alors « Est-ce que vous me courez sur le haricot si vous pensez aux légumes ?» Non, non, non. D'ailleurs, ça serait la fin des haricots pour eux. Alors, j'ai entendu parler de... vous avez parlé de pruneaux ou de... Des prunes, ah voilà, les prunes. Hein, si vous voulez, bon, j'espère que vous n'êtes pas venu pour des prunes. Hein, c'est évident que non. Voilà. Mais on se dit, bon, c'est un peu court comme expression, hein, comme dirait Cyrano, c'est un peu court, jeune homme. Là, c'est un peu court tout simplement parce que les prunes, c'est quelque chose qui vaut pas grand-chose. Donc ça vaut des nèfles, ça vaut des radis, rien du tout. Et c'est pour ça qu'on dit tout ça pour des prunes. Eh bien non, ça serait trop facile. Hein, les historiens aiment bien fouiller dans le passé. Alors, lorsque on est dans la région d'Agen, les agriculteurs de prunes, pour faire de l'alcool notamment, savent bien que les prunes viennent du Moyen-Orient. Voilà. Alors l'explication de ces prunes, c'est que lors de la seconde croisade, 1149, les croisés sont battus, on va dire, ils doivent abandonner leur position à Damas. Et dans leur fuite, ils ramènent des pieds de prunier, donc ce fruit que l'on ne connaît pas en Occident. Et lorsqu'ils reviennent à Jérusalem, la base où se trouve Louis VI, le roi de France, celui-ci est furieux, évidemment, ils ont suivi un échec. Il leur dit, mais tout ça pour des prunes? Voilà. Alors ça c'est fabuleux, parce que ça fait sourire, mais en même temps, c'était sûrement tragique pour eux à l'époque. Et quand on dit pour des prunes, en fait, ça ne veut pas dire pour rien, parce qu'on imagine le déplacement en Terre Sainte, les efforts qu'il a fallu pour se battre contre les Sarrasins. Donc c'était aussi une histoire mi-figue, mi-raisin. Si je dis cela, c'est parce que mi-figue, mi-raisin, c'est aussi une expression qui vient du Moyen-Orient. Voilà pour les prunes. T'as pas de prunes? Non, on dit pas. Pas d'argent? Oui, alors les prunes, pour l'argent, il y a encore énormément de noms. Des prunes, alors les prunes, parfois c'est l'argent, et puis parfois recevoir une prune, comme une châtaigne, comme un marron, comme un pain, hein, toutes des choses qui se mangent. Mais
Voilà, ça c'est pas très, très agréable malgré tout. Euh, pour l'argent, il y a tout ce qui va ressembler à l'argent, hein, l'oseille, le blé, des radis. Ben oui, parce qu'un radis, finalement, pendant longtemps, ça a été la taille d'un sou. Les sous, hein, ce n'étaient pas des pièces en or, c'était les pièces banales. Puis comme ça valait pas grand-chose, le sou non plus, on a utilisé cela. Mais il y a d'autres expressions qui vont évoquer l'argent. Par exemple, le beurre, quelqu'un qui a du beurre. Ouais. Et ça, c'est curieux, parce que c'est aussi un retournement de l'histoire où pendant longtemps, je dirais pendant tout le haut Moyen-Âge et puis le Moyen-Âge central, le beurre, c'est quelque chose qui vaut rien. Les légionnaires romains cirent leurs sandales avec du beurre. Et puis, curieusement, arrive le bas Moyen-Âge et l'Ancien Régime, et là, le beurre devient un produit de luxe, favorisé par les riches, par les nantis. Et c'est comme ça qu'on peut avoir du beurre de qualité. Et alors, justement, il y a une expression qui me vient à l'esprit, que j'ai appris à la faculté de Nice il y a 35 ans. C'est lorsque l'on parle des radicaux, hein, sous la Seconde et la Troisième République, les radicaux, c'est les centristes d'aujourd'hui. Donc on va dire blanc dedans et rouge dehors. Donc vous aurez compris, à la fois royaliste et à la fois insurrectionnel, mais toujours prêt, toujours au bord de l'assiette lorsqu'il y a du beurre dedans. Voilà, donc là, c'est l'idée de l'argent détourné, l'argent sale, le pot de vin, pourquoi pas, un pot de vin, c'était destiné à prendre un verre, mais ça a eu une connotation malhonnête, corruption. Hein. Et d'ailleurs, il y a un mot, une expression cousine, le pourboire. Pot de vin, c'est pourboire. Même si on ne s'en sert plus pour boire. N'hésitez pas, hein, si vous voulez que je... Ah, alors le marron, il y a le marron qu'on utilise pour un mauvais coup, comme la châtaigne, hein, parce que ça va laisser... c'est la forme d'un point, en quelque sorte. Lorsque l'on jette des marrons sur quelqu'un, ça peut faire mal. Il y a la couleur aussi qui va rester, c'est-à-dire comme un œil au beurre noir. Mais on va distinguer les électriciens, lorsqu'on reçoit une décharge électrique, ne parlent que de châtaigne. Donc selon le public, on va mélanger les mots ou non. Et c'est une expression très ancienne d'utiliser des châtaignes pour les mauvais coups. Par exemple, dans le Midi, on emploie l'expression se castagner. Hein, la castagne, c'est la bagarre. Donc ça veut dire vraiment, on est proche des châtaignes et donc des marrons. Alors il y a ce grand débat qui peut aussi nous empêcher de dormir une nuit complète. Quelle est la différence entre les marrons et les châtaignes ? Eh ben, on trouve des définitions différentes. Et pour certains, le marron, c'est la forme qui peut être commercialisée, alors que la châtaigne est plus sauvage. C'est un peu comme les fruits pas beaux, qui sont tout aussi bons. Mais il vaut mieux pas lancer le débat, sinon on risque de se castagner, vous comprenez ? Voilà. On risque de ne pas s'entendre, enfin, pas moi, mais les différentes versions. Bien, allez-y. Le comment ? Oui. Alors, il est marron. Alors, dans cette expression, on fait aussi allusion à la couleur. Parce qu'il est marron, ça veut dire qu'il est chocolat. Hein, il est chocolat. Et il est chocolat, bon, c'est une expression qui n'est plus correcte aujourd'hui. Ça vient de... Bon, on en a fait un film de ce fameux nègre chocolat qui avait été recruté dans un cirque. Alors,
Alors, non pour aujourd'hui, mais on a le droit en histoire. Hein, on a le droit en histoire. Lorsqu'on répète le vocabulaire de l'époque, et puis d'ailleurs c'est une couleur avant d'être une appellation ethnique. Bien. En tout cas, j'assume les risques. Hein, parce que là, j'en prends la responsabilité. Ce nègre au chocolat avait été recruté dans un cirque et il lui arrivait toujours tous les problèmes et on le tournait en ridicule. Et c'est pour ça qu'on a dit que lorsque quelqu'un est chocolat, c'est quand il n'a pas de chance. Voilà. Un peu comme en Chine, quand on n'a pas de bol, ben, on n'a pas de riz, hein, tout simplement. Voilà. Ça fait partie de ces malchance gastronomique. Il y a encore une autre origine, ça viendrait de cette mauvaise blague, alors là vraiment mauvaise pour le coup, quand on n'a pas de bras, pas de chocolat. Hein. Voilà, ça serait une mauvaise blague qui viendrait de quelqu'un de handicapé. Bon ben, voilà, il est dépendant des autres, il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. Voilà pour être marron. Être marron, ça veut dire être. On peut être le dindon de la farce quand on est marron. Hein. Bon, je vais développer le dindon de la farce. Forcément. Le micro était. Voilà, c'est bien. Alors, le dindon de la farce, comme beaucoup d'expressions, on va dire, bah oui, c'est clair, c'est évident. Un dindon peut être farci comme une dinde farcie à Noël. Eh bien non, c'était trop facile. C'est trop facile parce que la farce ici en question, c'est la comédie bouffonne du Moyen Âge, par exemple la farce de Maître Patelin, où il y avait toujours un dindon de la farce, mais à l'époque on n'utilisait pas dindon, on disait c'était la victime de la farce. Souvent c'était le mari trompé, par exemple. Mais pourquoi est-ce que l'on dit dindon? Eh bien, dindon, ça ne peut pas venir du Moyen-Âge. C'est impossible parce qu'on ne connaissait pas le dindon. Le dindon est découvert avec le Nouveau Monde. Et là encore, c'est intéressant parce que la femelle du dindon, c'est la dinde. Mais d'où vient ce nom de dinde? Eh bien, c'est parce qu'on croyait avoir découvert l'Inde. Alors, quand les explorateurs découvrent l'Inde, il y a toutes sortes de nouveaux animaux. Mais lesquels peut-on manger? Alors le critère, ce n'est pas du tout un critère gastronomique, ce n'est pas une question de survie, c'est un critère religieux. Est-ce que c'est religieusement correct de manger tel ou tel animal? Alors la référence, c'est l'Arche de Noé. Si l'animal est cité dans la Bible, ça veut dire que c'est une créature de Dieu et qu'on peut la consommer. Je pense qu'il y a eu un arrangement avec la dinde. Ça fait tellement faim qu'ils ont baptisé cet animal la poule d'Inde. La poule d'Inde. Et avec le temps, on enlève poule pour garder dinde. Ou inversement. Et le dindon, c'est le mâle. Et comme cet animal se pavane de façon un peu fière, un peu tartarin de tarascon du règne animal, et cette fois-ci, on va parler du dindon comme la personne ridicule. Et c'est idéal pour qualifier la victime d'une farce. Voilà, donc le dindon de la farce, c'est quelque chose encore qui nous fait énormément voyager, à la fois dans la littérature médiévale, le théâtre de nos ancêtres, et puis les voyages, les grandes explorations. D'ailleurs, avec les grandes explorations, on découvre la tomate. Alors la tomate, s'il n'y avait pas de tomate aujourd'hui, on ne pourrait pas être rouge comme une tomate. On ne pourrait pas jeter des tomates pour signifier qu'on a critiqué un spectacle. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous viennent des explorations ou des envahisseurs. Quelqu'un a levé la main, je crois? Le comment?
Ah, tirer les marrons du feu. Oui, tirer les marrons du feu. Ah oui, vous êtes resté sur les marrons. Euh, alors là, il y a plusieurs origines, parce que souvent, pour les expressions, il n'y a pas une source. Il y en a plusieurs. Mais pour un historien, on n'en élimine aucune, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que généralement, il y a plusieurs origines pour la même expression. Alors tirer les marrons du feu, là c'est une métaphore extrêmement imagée, tout simplement que lorsqu'on fait griller des marrons sur le feu de camp par exemple, eh bien, il faut être habile pour ne pas se brûler. Et donc la personne qui tire les marrons du feu, c'est faire fi des dangers, échapper au risque de brûlure ou de faire tomber les marrons dans le feu. Donc c'est quelqu'un d'habile, quelqu'un qui sait tirer les marrons du feu, hein. Mais là, il ne faut pas chercher une référence antique. Il y a des expressions très très récentes où on a l'impression qu'elles sont anciennes. Faire chou blanc. Faire chou blanc. Expression déroutante. Encore. Alors, le chou, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le légume, donc rien dans le chou, hein, pareil que rien dans la casserole, rien dans le citron. On peut dire mon chou à quelqu'un qu'on aime bien. Voilà, le chou à la crème peut-être. Eh ben non, on se trompe encore. Parce que le chou blanc, c'est une déformation linguistique qui vient de faire cou blanc. Et ça vient d'un jeu, de plusieurs jeux, hein, que ce soit des dés ou des cartes, où lorsque on ratait son pari, eh bien, on était blanc. Là, on n'était pas marron, on était blanc. Et on avait fait un coup blanc. Donc on avait tiré à blanc, en quelque sorte. On avait raté l'opportunité de gagner. Alors, donc c'était coup blanc et qui est devenu chou blanc. Bien, alors, avec le vocabulaire des expressions, il y a, tout peut être évoqué, absolument tout, hein. On peut écrire des pages et des pages entières, c'est-à-dire raconter une histoire uniquement en utilisant des expressions de la cuisine, c'est-à-dire la façon de cuisiner, mais aussi l'endroit, les fourneaux, hein. Par exemple, quand une pièce de théâtre a fait un four, ben, ça veut dire que la pièce a dû rester aussi noire que dans un four, parce que comme il n'y avait personne, on n'a pas osé allumer les bougies qui coûtent trop cher. Donc souvent, en tous les cas à ses débuts, le comptable de Molière écrit que la pièce a fait un four. Donc il n'y avait pas assez de monde, on n'a pas fait de représentation. Donc ces expressions viennent à la fois de la cuisine comme lieu de cuisson, des ustensiles, être bête comme une casserole, voilà tout ça, des aliments, et puis de l'art de la table. Alors on peut décrire beaucoup de choses, hein. D'ailleurs, on utilise beaucoup de noms de choses comestibles comme prénoms de personnes. Amandine, oui, oui, tout à fait. Vous pensez à d'autres prénoms? Prénoms féminins, il y en a beaucoup plus que des masculins. Clémentine, Cerise, Mirabelle. Voilà, il y en a beaucoup. Alors, chez Prune, hein, Prune aussi. Claudine, comme Reine Claude. Pourquoi oui, pourquoi pas. Alors oui, il y a des fleurs qui se mangent. Ben, pas plus tard qu'à midi, il y avait des jolies fleurs violettes dans notre assiette. Bon. Pour les hommes, on trouve sésame, mais bon, il n'y a pas grand-chose en réalité. Coco, hein, on peut appeler quelqu'un coco, noix de coco. Bon. Alors imaginons que voilà, notre jeune femme s'appelle Clémentine et puis Sésame était épris d'elle. Donc la vue de Clémentine va le mettre en appétit. Hein, ça va lui faire venir l'eau à la bouche.
Et il trouve qu'elle est magnifique, alors il se dit qu'elle est belle à croquer. Elle est belle à croquer. Et là, il y a déjà un piège. Il ne s'agit pas de croquer comme on croque dans une pomme. Il s'agit de croquer au fusain. Elle est tellement belle qu'on peut en faire une esquisse, on peut en faire un tableau même. Bon, elle est belle à croquer, voilà, ça c'est ce qui compte pour nous. Et puis alors on peut décrire le visage de Clémentine. Clémentine, eh ben, elle a un teint de pêche. Elle peut avoir une bouche alors le cœur ça se mange pas, peut-être si la tomate cœur de bœuf, hein, ou même le cœur se mange en boucherie, mais elle peut avoir une bouche en cerise, par exemple, ou une bouche en cul de poule. Voilà, une bouche en cul de poule. Ça c'est pour la bouche, et puis si c'est une roue, voilà, des yeux en amande, hein, bien sûr. Et puis si c'est une rouquine, elle a les cheveux carottes, donc poil de carotte. Elle a les cheveux poil de carotte. Et puis, si c'est une personnalité très ouverte aux amours, on peut même dire qu'elle a un cœur d'artichaut. Hein, vous voyez, alors c'est des expressions, on n'arrête pas. Pour les rencontres, pour les moments agréables, pour voilà, les oreilles les oreilles de chou, hein, tout simplement. Et puis tout à l'heure, on a parlé de la fourchette d'Adam, mais peut-être que notre interlocuteur a ici une pomme d'Adam. Savez-vous pourquoi certains hommes ont une pomme d'Adam? C'est la thyroïde qui fonctionne. La thyroïde? Ben, elle ne fonctionne pas, la thyroïde, depuis un long moment, c'est-à-dire depuis qu'Adam aurait goûté la pomme et a été chassé du paradis, et la pomme lui serait restée en travers de la gorge. Voilà. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça la pomme d'Adam. Bon, pour ceux qui ont des enfants qui s'appellent Adam, ils retiendront. Alors voilà des descriptions, et puis bien sûr il y a aussi tout le toutes les expressions plus triviales. Après on ne sait pas s'ils vont passer le pilon au mortier, on ne sait pas si elle va passer à la casserole. Hein, voilà. Alors ça, il y a énormément d'expressions avec ça. Il y en a qui sont très très amusantes. Et puis, voilà. Alors ça, voilà, on peut décrire beaucoup de situations de notre quotidien. Alors, les sentiments, bien sûr, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut ne pas être dans son assiette, ou au contraire, on peut, voilà, on peut être tellement content qu'on n'arrête pas de faire l'andouille. Hein, faire l'andouille, c'est bizarre. Hein, une andouille ne bouge pas. À côté de la plaque? Ah oui, plaque de cuisson, pourquoi pas? Oui. Raconter des salades? Ah oui, à vous de le croire ou pas. Il faut raconter des salades. Et d'ailleurs, la beauté ne se mange pas en salade. Hein. Ça, on peut le dire à propos de Clémentine et Sésame, nos deux amoureux. La beauté ne se mange pas en salade, c'est-à-dire que la beauté n'est pas un critère pour se marier parce que c'est pas ça qui va remplir l'assiette. Hein, voilà. Il vaut mieux une personne travailleuse que une personne attrayante uniquement. Voilà, c'est le bon sens paysan qui dit cela. Donc la beauté se mange pas en salade. Bon, alors l'humeur, par exemple. Faire l'andouille, j'ai dit, mais ne pas être dans son assiette. Là aussi, c'est vraiment intéressant parce que l'assiette, après tout, c'est quoi? Si c'était uniquement le plat qu'on a sur la table, ça serait trop facile. C'est trop facile, il faut donner un peu de pep, un peu de piment, hein, encore des belles expressions, un peu de sel à nos expressions.
Euh, alors l'assiette, on voit qu'on utilise ce mot dans différentes circonstances. Il y a l'assiette pour manger, mais il y a aussi quelqu'un qui n'est pas dans son assiette, et puis il y a l'assiette de l'impôt. Hein? Alors, si l'impôt a sa propre assiette, pourquoi vient-il manger toujours dans la nôtre? Ça, c'était Pierre Dac. Pierre Dac. Bon, alors il y a un lien, évidemment, à toutes ces assiettes. C'est que l'assiette, c'est l'endroit où une personne s'assied à table au Moyen-Âge. Mais il faut savoir que l'on s'assied à table selon son rang. Par exemple, la plus haute assiette, c'est celle du roi. Puis si on a de la chance, on peut être à droite du roi, etc., etc. Il y a tout un protocole de table extrêmement important, en alternant après dame et damoiseau. L'assiette va qualifier le statut social d'une personne. Donc quelqu'un qui est d'une haute assiette, il est d'un haut rang. Voilà, tout simplement. Hein, ça, c'est la définition de base de l'assiette. Qui fait que lorsqu'on va déterminer la répartition de l'impôt, on va utiliser, lorsqu'on veut le faire de façon démocratique, on va tenir compte du rang social et donc de la richesse des personnes. C'est pour cela qu'on dit l'assiette de l'impôt. Maintenant, pourquoi est-ce que l'on parle des autres assiettes? Parce qu'il y a aussi l'assiette du cavalier. Hein, un cavalier qui se tient droit sur son cheval, il a une bonne assiette. Eh bien, c'est pour la même raison. L'assiette, c'est l'endroit où on est assis à table, et quand on n'est pas dans son assiette, ben, à table, on n'a pas faim. Hein. Bon, ben, on ne va pas en faire tout un plat. On va pas en faire. Voilà, pour l'explication de l'assiette. Ces aliments, ils reflètent aussi, enfin ces expressions gastronomiques reflètent aussi l'exotisme qui rentre dans nos assiettes. Quand on dit que, voilà, tout à l'heure, on a évoqué les expressions pour dire qu'on a je ne voulais pas utiliser l'expression exactement, mais qu'on a de la vitalité. Voilà. Alors là, on a parlé de la pêche, on dit qu'on a la banane et la patate. La patate, encore, une légumineuse qui nous vient du Nouveau Monde, qui serait passée à la trappe sans Parmentier d'ailleurs, qui a permis de la faire découvrir à Louis XVI en l'assaisonnant. Donc, c'est un peu comme les Antillais qui font des mélanges arrangés, on va dire. Voilà. Il a fait une patate arrangée, il en a mis de la viande, et ça a permis de découvrir la patate. Le poivre, je l'ai évoqué, donc on va dire avoir du peps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme expression comme ça? Bon, alors, on va poursuivre juste après, mais le beurre dans les épinards, oui, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est améliorer l'ordinaire. Hein? Voilà, c'est améliorer l'ordinaire. C'est-à-dire que la principale nourriture de nos ancêtres, hein, 90% du monde rural, des Français, ou même avant que la France soit créée, appartenaient au monde rural. Donc on mangeait quoi? Déjà, quand on parle des produits du terroir, en général, ça veut dire qu'on n'avait rien à manger. Donc, avoir les produits du terroir, ça veut dire mourir de faim. Mais de façon plus pratique, lorsqu'on avait à manger, c'était du pain et puis quelques légumes, mais alors surtout des légumes mal considérés. Alors ça, c'est très intéressant. Hop là, pardon. C'est que il y a des aliments nobles et des aliments vils. Et comment est-ce qu'on peut le savoir?
là c'est tout le Moyen-Âge et une partie de la Renaissance, eh bien, les aliments nobles, ce sont ceux qui sont les plus élevés dans la verticalité, parce qu'ils sont plus près de Dieu. Alors, les oiseaux sont beaucoup plus nobles à manger, donc tout ce qui est volaille, tout ce qui est perdrix, grives, hein, les expressions avec grives, que les fruits de mer, par exemple, ou que les escargots, ou tout ce qui va pousser sous le sol. Hein. C'est-à-dire que les fruits en haut des arbres sont beaucoup plus nobles que ce qui pousse sous la terre. Et c'est la raison pour laquelle seuls des paysans vont manger des épinards ou des blettes, ou voilà, tout ce qui est sous la terre. Alors la terre, c'est lié, depuis l'Antiquité, c'est Hadès, le dieu de l'enfer, mais au Moyen-Âge, la terre, c'est le diable, tout simplement. Donc, il faut éviter d'en manger lorsqu'on l'on peut, mais on considère que les paysans ont un estomac que leur a donné Dieu, propre à tout digérer. C'est-à-dire les fruits pourris, le vin qui est devenu du vinaigre. Et le pire, c'est que tout le monde en est convaincu, hein, même les paysans. Voilà. Donc ils ont l'estomac accroché, certainement. Finalement, ils ne sont pas si perdants dans l'affaire parce que quand ils mangent des épinards, ça leur apporte beaucoup de minéraux et des fibres. Mais c'est un peu fade. Et c'est la raison pour laquelle, je vous ai dit, hein, pendant longtemps, le beurre, c'est une nourriture de pauvres. Alors on peut, lorsqu'on est pauvre, mettre du beurre dans les épinards. Voilà. Bon, c'est comme quand on fait ses choux gras. C'est exactement la même chose. Faire ses choux gras, ça veut dire qu'on va mettre un morceau de gras dans les choux qui sont fades, sinon. Mettre de l'eau dans son vin. Alors, oui et non. Ça va dépendre des époques. Mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire, si nous étions des poilus dans les tranchées de 14-18, on dirait que nous baptisons le vin. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau bénite, hein, entre guillemets, dans le vin, tout simplement parce que le vin se faisait rare, donc c'était bon de le multiplier. Il n'y a pas que Jésus qui multipliait le vin, les poilus essayaient de faire pareil. Et simplement, ça a une origine plus ancienne. D'ailleurs, quand on veut... quand on veut... c'est quoi l'expression avec le gaz Voilà. Quand on veut pas qu'il y ait d'eau dans le gaz, il faut mettre de l'eau dans le vin. Voilà. En quelque sorte, c'est un peu le rôle de mettre de l'eau dans le vin. C'est que pendant des siècles, l'eau était un grand danger pour les Occidentaux parce qu'il y avait toujours le danger d'avoir de l'eau croupie. Donc on pouvait mourir très rapidement à une époque où on ne connaissait pas les microbes, où il n'y avait pas d'antibiotiques, tout cela. Alors pour éviter l'eau croupie, on avait compris que mettre un peu d'alcool limitait les risques. Et c'est la raison pour laquelle on va mettre cette fois-ci du vin dans l'eau. Donc ça c'est la part agréable en quelque sorte pour certains, mais il faut bien voir que ça a fait des générations mentalement attardées, on va dire. Hein, parce que quand on donne de l'eau avec du vin à des nourrissons, d'ailleurs ça les aide à dormir, hein, c'est aussi pratique, ça développe pas les neurones. Voilà. Alors, avec l'eau, hein, il y a énormément d'expressions parce que c'est pareil. Est-ce qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein ou à moitié vide on va dire tout ce qui est vital, hein, le pain, le vin, l'eau, est sujet à des expressions. Avec le pain, on trouve 93 expressions. Alors, des expressions françaises. Je ne parle pas de patois, je ne parle pas d'argot, des expressions véritablement françaises,
comme par exemple manger son pain blanc. Ça veut dire être dépensier, parce que normalement, on mange d'abord le pain noir et on garde le pain blanc pour la fin, qui était rare. Voilà, quelque chose qui nous plaît vraiment et qu'on adore, c'est du pain béni. D'ailleurs, pour info, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, il y aura l'ouvrage sur ce sujet à la sortie de la salle. Bon, espérons qu'ils se vendent comme des petits pains. Hein, voilà. Alors, on a beaucoup d'expressions liées au pain et tout autant liées au vin. Alors ça c'est extraordinaire parce qu'on est plongé dans nos racines matérielles, le pain, nourriture de base, le vin parce que c'est vital, sinon si on n'en met pas dans l'eau, on risque de succomber, mais aussi nos racines religieuses, le pain et le vin. Hein. Et d'ailleurs, on va dire le vrai pain. Parce qu'il y a le pain qui est le faux. Le faux, c'est celui que l'on va échanger contre une fouasse. Donner pain contre fouasse, ben ça c'est le pain matériel, alors que le vrai pain, c'est la communion, c'est l'hostie. Donc ça veut dire que on va utiliser des symboles alimentaires pour parler de ce qu'il y a de plus intime et de plus important pour les civilisations. Dieu, la divinité, la verticalité, la pureté. Hein. Alors même qu'on fait la différence entre nourriture terrestre et nourriture spirituelle. Ah ah. Bonne dégustation, bon appétit. Alors, déjà, dégustation, c'est curieux parce que normalement, ça devrait être bonne gustation. Hein. Comme quelque chose qui est goûteux, on va dire que c'est goûtant. Alors que si ça ne nous plaît pas, c'est dégoûtant. Donc, dégustation, ça fait partie de ces mystères du vocabulaire. Mais bon, c'est dans notre langue, goussaret. Il y a aussi un lien avec... dans chaque civilisation, il y a un lien différent avec le fait de souhaiter un bon appétit. Il y a des civilisations où on ne le dit pas. C'est grossier, c'est vulgaire. Il y en a d'autres où on va dire... tuck in, ça veut dire servez-vous, mais on ne va pas dire enjoy, ça ne se dit pas en anglais. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Mais maintenant, pour parler des expressions en particulier, vous nous avez parlé de bon appétit. Eh bien, ça a un lien direct avec, par exemple, l'apéritif. Hein, parce que ça vient de la racine latine appetere. Appetere. Bon, je vais parler de l'apéritif, parce qu'après on va comprendre beaucoup mieux. Pour nous, l'apéritif, c'est un moment. Libre à nous de boire ou de déguster, comme vous avez dit, des encas. Hein, donc ça peut être des tapas, des antipasti, ça peut être, selon... Ça porte différents noms, mais c'est très universel comme concept, hein, cet apéritif. Oui, ça nous fait... En France, alors on va parler parfois d'amuse-gueule, hein, pour l'apéritif, amuse-bouche, tout à fait. Mais chaque pays a ses propres mots. L'apéritif est d'abord un moment, c'est un moment de convivialité. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Pas le nom apéritif, parce que vous allez voir qu'il y a encore un piège là. Mais le moment qui consiste à boire pour célébrer quelque chose ou pour se réjouir d'un bon moment, c'est aussi ancien que l'humanité quasiment.
Il y a une histoire fabuleuse du toast. Alors, je ne peux pas m'empêcher. Le toast, c'est le morceau de pain grillé. Toastus, ça veut dire grillé en latin. Et c'est parce qu'autrefois, on mettait un morceau de pain grillé et épicé dans les coupes, que tout le monde buvait et que le dernier avait le privilège de manger ce morceau de pain grillé, qu'on a appelé le liquide le toast. Alors qu'au début, c'est le solide. C'est comme la soupe. Comme la soupe. Au début, c'est le solide et ça devient le liquide. Bien. Alors, ces moments de convivialité, ils sont aussi vieux que l'humanité. On en a beaucoup de traces dans l'Antiquité parce que ce sont des périodes où on aime beaucoup porter, on aime beaucoup offrir, faire des offrandes. Et il y en a tellement que ça devient ridicule. Il y a tellement de dieux, on pourrait dire, on ne sait plus à quel saint se vouer. C'est une des raisons pour laquelle on va commencer par ironie à porter des toasts en l'honneur de ses propres amis ou à son propre honneur. Voilà, c'est par dérision. Donc quand on va dire à la tienne, ça vient du latin a me, a te, a nostrum, a vostrum, et on dit même à la tienne Étienne, parce qu'on disait ad Stéphanum, qui est la racine. Voilà. Tout ça c'est très vieux, très vieux, très vieux. Donc boire à la santé d'eux, tout à fait. Et cette tradition a perduré. Maintenant, il y a, en dehors de ce moment de l'apéritif, il y a le mot apéritif, qui lui est extrêmement trompeur. Parce que apetere, en latin, ça veut dire dégager, déboucher. Et qu'est-ce qu'on peut déboucher lorsque l'on boit quelque chose ? Voilà. Donc c'est quand on a mal au ventre, lorsque on est constipé, on va prendre un apéritif. Et un apéritif, alors pas les apéritifs forcément que l'on connaît, mais il y a une tradition qui demeure quand même, c'est l'usage de plantes sauvages fermentées. Eh bien oui, aujourd'hui, quels sont les plus grands apéritifs que l'on a gardés ? Dans le Midi, c'est le pastis, donc l'anis, le vermouth. Voilà, il y a beaucoup de liqueurs que l'on utilise à l'apéritif qui viennent de plantes. Donc c'est cette tradition médicinale de dire quand on a mal au ventre, on va déboucher tout ça avec un apéritif. Et comme ce sont par hasard des boissons appréciées durant ce moment de convivialité, c'est le nom qu'on a donné à cet instant. Voilà. Alors, bon appétit, maintenant pour revenir à votre question, qu'est-ce que ça veut dire bon appétit ? Ça veut dire, j'espère que vos voies digestives vont s'ouvrir. Voilà ce que ça veut dire étymologiquement. Oui, alors il faut négliger aucune source. Alors l'histoire des poisons, ça c'est encore quelque chose de fabuleux parce que ça a donné lieu à beaucoup d'expressions. Notamment les seigneurs qui pouvaient se permettre d'avoir des goûteurs, des serveurs qui allaient assurer la sécurité de leurs mets, avaient un personnel qui servait à couvert. C'est-à-dire que le public ne pouvait pas accéder aux plats. Ils ne les voyaient pas, ils étaient protégés. Et
c'est ce qui a donné le nom de couvert, hein, les couverts à table. Bon, ça c'est bon à savoir parce qu'on a l'impression que quand on dit des couverts, c'est pour couvrir quelque chose. Mais ce n'est pas les couverts qui couvrent quelque chose, c'est l'endroit où l'on mange, c'est-à-dire notre assiette, est à couvert. Donc on peut manger et il n'y a pas de risque d'empoisonnement. Ah, le bouillon de 11 heures, c'est pas le meilleur moment. Alors, prendre le bouillon, prendre le bouillon, c'est une expression qui signifie que tout est malaxé, très facile à digérer. Donc c'est un peu comme si on est dans la purée, dans la semoule, dans la choucroute. Expression qui date du Tour de France du XXe siècle. Ça veut dire aussi, quand tout est réduit en petits, on peut être en miettes. En miettes, hein, voilà, c'est cette idée. Donc le bouillon, c'est quelque chose qui a été réduit. Et puis 11 heures, alors qu'est-ce que c'est que 11 heures? 11 heures, c'est l'heure avant la dernière heure. La dernière heure, c'est minuit. C'est l'heure du crime, c'est l'heure du condamné. Donc la dernière heure, c'est la période pour le condamné à mort, durant laquelle il se fait le plus de soucis. Et c'est pour ça que lorsqu'il va choisir un plat, c'est le privilège du condamné à mort, qu'est-ce que vous voulez manger? Selon le bouillon qu'il va choisir, ça restera toujours le bouillon de 11 heures. Alors, on peut utiliser cette expression pour d'autres situations qui ne se mangent pas. Juste pour rire, je préfère le vin d'ici que l'au-delà. Je préfère le vin d'ici que l'au-delà. Au-delà, magnifique, hein? Très bon, très bon. Est-ce qu'on pourrait parler des différents moments où on mange, petit déjeuner, déjeuner, dîner, goûter, souper, à chaque fois il y a des mots différents. Oui. Bon, alors, on emploie les termes différemment selon les époques, hein, bien sûr. On parlait tous de souper. Donc, je vous rappelle que la soupe, c'est le morceau de pain. Donc, vous soupez à partir du moment où vous avez du pain à table, hein, étymologiquement. Il n'y a pas besoin d'avoir de la soupe. C'est devenu le dîner, alors que le dîner était plutôt au milieu de la journée. Hein. Et alors, le déjeuner, c'était ce qu'on appelle le petit déjeuner. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que, encore une fois, c'est comme bonne dégustation, il y a le dé. Et oui, c'est la période où on arrête de jeûner. Parce que l'essentiel de notre journée, c'est une journée de jeûne, en dehors du ramadan ou du carême. Hein. On passe notre temps à jeûner. Et il y a 3 ou 4 occasions dans la journée où on va pouvoir casser le jeûne. Donc c'est le déjeuner. Sauf que pour désigner lequel de ces déjeuners, on est bien obligé de se limiter à un. Donc ça va être celui du midi. Hein. Et puis petit déjeuner. Avec le goûter, c'est l'idée d'avoir quelque chose de plus léger. On va juste on va goûter, déguster, au lieu de se nourrir véritablement. Voilà, tout simplement. Mettre la table ou mettre le couvert. Parce qu'on dit souvent mettre la table, moi je dis mettre le couvert parce que la table est déjà mise. Alors voilà, très bonne réflexion. Pourquoi dire mettre la table alors que la table est déjà mise, hein? Ou alors on va dire dresser la table, alors que la table est déjà dressée. Enfin, Aussi remettre le couvert. ah, ça c'est une expression coquine, hein, remettre le couvert. Très bien. Oui. Oui, très bien. Mettre la table, ça vient de l'époque où il fallait mettre la table.
Et la table, il n'y en avait pas dans les pièces, sauf au moment où on avait besoin de manger ensemble ou alors de travailler des objets artisanaux. On avait besoin d'un support. À ce moment-là, on sortait des tréteaux et on mettait des planches pour mettre la table, donc pour la dresser, hein, la mettre debout, alors que la pièce était vide, ce qui permettait à toute la famille de dormir sur des paillasses ou d'évoluer dans la pièce. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui mettre la table, alors qu'il n'y a aucune raison. Peut-être dans les cafés, ils mettent la table parce que la nuit, ils les enlèvent en terrasse, mais à part eux, il n'y a pas besoin de le dire. Hein, et puis mettre le couvert, oui, ben, c'est des raisons que... Donc très bien, si votre famille est à couvert, ils sont hors de danger d'empoisonnement. L'heure tourne, hein? L'heure tourne. Bon, ben, j'ai essayé de ne pas vous raconter des salades, comme vous avez dit, ni des tartines, c'est encore... mais je pense que, voilà, j'espère que vous n'aurez pas d'indigestion avec ce sujet en tous les cas. Bon, si ce sujet vous intéresse, c'est un thème qui m'a pris 15 ans pour... oui, 15 ans, 15 années quand même. Bon, au début, je pensais que ça me durait 2-3 ans, et puis c'est tellement riche, et tant mieux, qu'après 15 ans, ben, un éditeur était intéressé. Donc il y a des ouvrages à la sortie. S'il n'y en a pas assez, vous trouvez ces ouvrages dans toutes les librairies, vraiment. Que ce soit la FNAC, Masséna, peu importe. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre présence et votre attention.